Nous avons de la grande visite à Montréal, nous parlons politique. Aujourd'hui, nous recevons le nul autre que Félix Antoine Tshisekedi, celui surnommé en fait le Ranger. Il est de passage à Montréal. Félix Antoine Tshisekedi est nul autre que le chef de l'opposition actuellement en République démocratique du Congo. Il effectue une tournée en fait internationale qui l'a conduit en Europe, aux États-Unis et ici même à Montréal, où nous aurons l'occasion de lui parler dans les minutes qui vont suivre. Alors, restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires. Monsieur Tshisekedi, un grand plaisir de vous voir en Ringaka. En personne. Ça va? C'est un honneur. Vous êtes ici en fait dans le cadre de votre campagne électorale. Je suis un peu nerveux. J'interviewe un frère à moi. C'est un grand plaisir. Vraiment. Ma première question, vos commentaires par rapport à votre lecture par rapport à la situation politique chez nous. C'est vraiment pas l'endroit, je dois avouer, pour en parler, mais je dirais que la situation politique en République démocratique du Congo est très connue. Donc elle est catastrophique en ce moment. Nous essayons de la sauver en faisant les pressions nécessaires pour avoir un processus électoral crédible qui permettrait évidemment une alternance démocratique. Mais c'est ça qui reste la grande bataille en fait. Jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Et souhaiter tous, au nom de la Fédération, la bienvenue à cette soirée au Président national. Merci. Mes chers compatriotes, je suis bien conscient que vous avez très envie que je m'entretienne avec vous sur ce qui se passe dans notre pays. Malheureusement, je dois vous dire que les nouvelles de notre pays ne sont pas toujours bonnes. Et je crois que vous vous en doutez.
la situation politique est tendue parce que le pouvoir en place ne veut pas d'un état de droit. Alors qu'à l'UDPS, nous préconisons l'état de droit comme base de la démocratie et du développement. Bien qu'institué par la Constitution congolaise, l'état de droit n'est pas de mise en République démocratique du Congo. Contrairement à l'idéal type d'État moderne de Max Weber, la République démocratique du Congo est un État néo-patrimonialiste où le chef de l'État contrôle tout le pouvoir et toutes les ressources en recourant à la répression aveugle des manifestants pacifiques, d'une part, et aux techniques de l'allégeance et de la corruption, d'autre part. Ainsi, les droits de l'homme sont violés quotidiennement, nos populations sont massacrées tant à l'est du pays qu'au Kasaï et partout à l'intérieur de notre pays. Les ressources du pays sont négociées au détriment de l'intérêt public, ce qui ne fait que compromettre notre développement. Un État aussi autoritaire qui viole allègrement les droits les plus essentiels de ses citoyens, dont le droit à la vie et à la liberté, ne peut que contribuer au sous-développement. Car c'est en jouissant de la vie dans la liberté que les citoyens peuvent s'épanouir et contribuer à la prospérité nationale. Ce régime est fin mandat depuis le 19 décembre 2016, comme vous le savez. Mais parce qu'il ne veut pas organiser les élections, il se maintient encore par défis et ruses que je viens d'évoquer. En démocrate, nous avions privilégié la voie des négociations pour permettre au pays d'avancer sur le plan démocratique et sans effusion de sang. Mais Kabila a démontré à la face du monde qu'il ne peut respecter ni la parole donnée, ni les accords signés. Le dernier accord, celui de la Saint-Sylvestre, issu des négociations entre les délégués de son pouvoir et les forces politiques acquises au changement, sous la médiation de l'épiscopat catholique, aurait pu nous amener à des élections acceptables, mais il l'a dévoyé en procédant par le débauchage pour désigner un Premier ministre et un CNSA acquis totalement à sa cause, au lieu que ceux-ci soient réellement présentés par l'opposition. Aujourd'hui encore, de mauvaise foi, Joseph Kabila vient d'inventer une pseudo-théorie juridique tendant à faire croire à l'opinion nationale, tant à l'opinion nationale qu'internationale, qu'il aurait la possibilité de se représenter pour un autre mandat lors des élections prochaines. Or, notre Constitution contient en son sein une partie que le législateur a voulu rigide, l'article 220 pour ceux qui ne le savent pas. C'est notamment la durée et le nombre des mandats du président de la République. Rien, mais alors rien ne permet de soutenir qu'en modifiant une disposition de la partie non rigide, on puisse croire avoir ipso facto modifié la partie rigide. À ce jour, il me semble que notre parti avait raison d'exiger une transition sans Joseph Kabila, car nous n'avons plus d'autre choix que d'exiger son départ pour libérer le processus électoral par lui pris en otage. Sans Joseph Kabila, les Congolais peuvent s'entendre pour mettre en place une transition capable d'organiser des élections crédibles. Comment y arriver? Si les pressions nationales et extérieures s'harmonisent vraiment pour contraindre Kabila à démissionner, il partirait forcément. C'est à cela que vous pouvez contribuer
en rappelant aux Canadiens et au gouvernement du Canada de cesser leur assistance au système autoritaire qui détruit notre État et plutôt contribuer efficacement à l'alternance en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous sommes là, pour le dire à haute voix, et nous comptons sur vous pour que, à la suite de notre passage, vous continuez le même travail. Je suis à votre écoute. Vous pourriez avoir d'autres idées. Je les attends. Je suis tout ouïe pour les écouter. Et entre-temps, je vous remercie pour votre attention et pour votre mobilisation pour le changement dans notre pays. Et je vous dis qu'avec l'aide de Dieu, la victoire est certaine. Merci encore. S'il y en a qui veulent savoir certaines choses, ils peuvent toujours poser des questions. Évidemment, je ne dirai pas tout, vous le pensez bien. Mon nom c'est Kalamaka Chale. Je suis très préoccupée comme tout le monde par rapport à la problématique du Congo. Je suis allée à 2 rencontres de Papa Tshisekedi. Le moment où on pensait que Mobutu était pour partir, et j'avais posé presque la même question que je ne vais pas la reposer aujourd'hui. Mais vous pouvez comprendre qu'on a des doutes. Moi, personnellement, je me demande, est-ce que Kabila peut partir? Ça, c'est la première question. J'ai tellement de doutes dans le sens que, parce que quand vous avez parlé, vous avez dit que nous, en tant que Canadiens, en tant que résidents dans ce pays, qu'on continue le travail, sensibiliser notre gouvernement, pouvoir soutenir, d'arrêter de soutenir le gouvernement qui est chez nous. Mais soyons réalistes. Parce que quand on fait la politique, on a en charge les gens, il faut être réaliste. Première chose, le gouvernement canadien est là pour garantir d'abord et avant tout l'intérêt canadien. Et l'intérêt canadien au Congo est colossal. Je me rappelle en 2008, quand les bourses sont tombées, et c'était une crise énorme qu'on appelle mondiale. On a perdu de l'argent pour les gens qui ont eu placé l'argent en bourse, on a perdu beaucoup d'argent et le gouvernement a mis tous les moyens possibles pour élever l'économie. Aujourd'hui, là, ce qui représente le Congo pour l'économie canadienne est énorme. Il faut juste s'amuser, aller voir sur l'internet, aller voir partout là, vous allez savoir qu'il y a beaucoup de compagnies minières qui sont cotées en bourse. Bourse de Toronto, même des États de New York, c'est coté en bourse. Ce que vous demandez au gouvernement canadien, ce n'est pas soutenir les gens qui garantissent leurs intérêts. C'est impossible. Mais moi, la question, je la pose autrement. Je vous la pose comme ça parce que je pense que j'ai écouté beaucoup de vos discours. De toute façon, mais même plus besoin de faire des discours. Tout le monde connaît à peu près votre vision. Vous êtes quelqu'un qui sait faire des compromis. Nous devons faire les compromis en tant que peuple. Parce que le combat est déjà perdu. Le combat congolais est perdu. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le combat congolais est perdu. Je veux poser la question. Non, je vais parler. Le combat congolais est perdu. Mais le combat congolais est perdu, mais on a des batailles à gagner. On a des batailles à gagner. Et les batailles à gagner, c'est sur ça qu'on doit travailler. Pour gagner ces petites batailles-là, les batailles qu'on a gagnées tous les jours, d'abord, c'est d'accéder au pouvoir. Est-ce que vous êtes prêts, tel que vous êtes là, à faire des concessions pour qu'on ait gagné ces batailles-là? Les batailles qui vont nous relever pour aller gagner le combat qu'on a perdu. Parce que notre pays, on est en train de le perdre. C'est ça le combat. Mais les batailles là vont nous permettre de récupérer le pays. Qu'on le veuille ou pas, il faut faire des compromis. Est-ce que vous êtes prêts à faire ces compromis-là? Parce que si vous êtes prêts, le gouvernement va être capable de vous écouter. Je vous remercie déjà pour votre question. Je suis un petit peu étonné que certains compatriotes se soient
exprimer leur désapprobation. Moi, je ne comprends pas. Nous sommes entre nous d'abord. Chacun a le droit d'exprimer sa pensée. Et maman pense que le pays est vendu. Elle n'a pas tort. Il y a des millions de Congolais qui pensent comme elle. Donc il faut pas, on n'est pas ici pour conspuer les gens. On est là pour se comprendre, pour s'expliquer. Moi, je n'ai pas le même pessimisme que vous, excusez-moi de le dire, parce que je crois quand même que quelque chose est possible. Vous avez parlé de la bourse. Vous savez très bien que ces entreprises qui sont cotées en bourse sont très frileuses vis-à-vis de leur image et de leurs actions, justement, en bourse. J'en veux pour preuve le cas de la grande société Glencore, qui a d'ailleurs dû se séparer d'un de ses actionnaires, et non des moindres, uniquement parce que ces péripéties judiciaires, ces ennuis judiciaires commençaient à faire tache d'huile sur l'image de l'entreprise. Donc ça voudrait dire qu'il y a là une porte d'entrée que les Congolais malheureusement n'ont jamais réussi à ouvrir et qui est à ouvrir pour justement essayer d'influer sur les événements ou le comportement de ces multinationales. Parce qu'elles ne sont pas invulnérables, c'est ça qu'il faut le dire. Si par la discussion, on ne réussit pas à leur faire comprendre que leur intérêt, parce que c'est vrai aussi, n'est pas d'exploiter les minerais dans le Congo actuel, mais nous irons par d'autres méthodes. Il y a par exemple la possibilité que les Congolais se constituent en groupe pour acheter des actions et entrer dans ces multinationales. Rien ne leur interdit, ils achètent des actions, ils entrent dans les assemblées d'actionnaires de ces entreprises, de ces multinationales, et non seulement là, ils auront l'information, mais ils auront une voix prépondérante qui pourrait éventuellement jouer sur cela. Donc il faut identifier ces multinationales, elles ne sont pas nombreuses, elles tournent autour de 7 grandes multinationales qui sont influentes, et il y a moyen de faire ça. Mais moi je crois que même avant d'arriver à cette initiative, nous pouvons, par ce que nous faisons, essayer d'influer sur les choses. D'ailleurs, je vous informe que, d'après les informations qui sont en ma possession, Glencore va quitter le Congo, et après Glencore, il y aura aussi Kibali Gold. Ce sont des informations assez sérieuses, donc je crois que c'est ce qui va se passer, parce que tout simplement, la situation ne va pas. Il ne faut pas croire que ces entreprises, ces multinationales tirent vraiment profit dans cette ambiance. Aujourd'hui, l'extraction du cobalt, du coltan et tout ça amène aussi des dégâts sur l'environnement. Et ça, croyez-moi, ça a un impact sur leur façon de voir les choses. Je ne suis pas du tout pessimiste parce que après la tournée que nous avons effectuée aux États-Unis, mon frère Moïse Katumbi et moi, je peux dire que nous avons rencontré des gens qui ont été très attentifs à la situation du Congo. Et je crois qu'ils sont tellement sensibles que dans les jours, les semaines ou les mois à venir, il y aura des initiatives pour essayer de sauver le processus électoral. Personne aujourd'hui, que ce soit au Congo ou en dehors du Congo, n'est prêt à accepter que M. Joseph Kabila se moque comme ça de l'humanité tout entière en reprenant encore, en essayant de reprendre un troisième mandat envers et contre toute logique politique nécessaire. Donc, nous allons maintenir notre opposition à ce régime. Nous continuons à fédérer cette opposition, à l'organiser de telle sorte qu'elle devienne vraiment efficace et incontournable, et ensemble avec le reste de la population, du peuple congolais, et en comptant évidemment sur certains efforts, une certaine implication de la communauté internationale, je pense
je pense que nous allons réussir à infléchir la tendance et à faire partir Joseph Kabila. Vous savez, moi j'ai aussi vécu les années Mobutu. Je me suis battu à l'époque aussi des années Mobutu. Et je crois qu'il y avait le même discours, surtout avant 1990, 1990. Là, il y avait à l'époque de la guerre froide où les personnes ne pouvaient imaginer penser à un lâchage de Mobutu. Or, aujourd'hui, nous savons que cela pouvait être possible. Et si vous regardez à travers le monde, le nombre d'exemples que l'on peut donner par rapport à toutes ces dictatures que l'on a pensé à un moment donné indéboulonnables, ben, je crois que l'optimisme est permis et il faut être optimiste. Pour moi, ce n'est plus qu'une question de jours, de semaines ou de mois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le peuple aura le dernier mot et la victoire reviendra de notre côté. À quand est-ce qu'on aura vraiment des stratégies nettes, solides et fortes qui feront en sorte qu'on va voir en amont qu'est-ce qui s'en vient et comment on va contrecarrer? Il est question aujourd'hui que toutes les couches sociales descendent dans la rue. Il est question que les mamans avec leurs bébés descendent dans la rue. Il est question que les malades sortent des hôpitaux et les vieillards avec leurs cannes descendent dans la rue. Nous avons besoin de 3 millions, 4 millions de Congolais dans les rues de Kinshasa et de Lubumbashi pour déboulonner Kabila. Et l'Église catholique est implantée partout dans le Congo. Elle peut véhiculer ce message sans que vous ayez à courir des risques comme vous l'avez fait, parce que nous, personnellement, nous n'avons pas aimé ça. Nous n'avons pas aimé que vous ayez exposé maman d'Église et vous-même devant nos militaires, permettez-moi les termes, un peu trop barbares de cette façon-là. Alors, que l'Église catholique nous serve de support pour véhiculer le message à travers le comité laïque. Merci, je vous remercie. Il reste trop demander au peuple congolais de patienter pour quelques mois, pour qu'un gouvernement issu des îles bénéficiant de la légitimité populaire puisse s'occuper de ces questions pour nous cruciales et vitales. Bien. Merci beaucoup pour vos questions. J'ai oublié le nom du premier compatriote c'est Roger Kachala, oui, on me dit merci, qui a parlé de manque d'anticipation, disant plutôt que nous sommes réactifs et non anticipatifs. Il y a du vrai dans ce qu'il dit, mais pas toujours, parce que nous n'avons pas toujours été réactifs. Nous avions aussi, il nous est arrivé d'anticiper sur les choses. Mais ici, je voudrais vous demander un peu d'indulgence vis-à-vis de ce peuple que l'on a expressément maintenu dans la pauvreté, dans le délabrement. Ce n'est pas fait pour rien de priver ce peuple de tout et de le réduire à la mendicité. Ça fait partie de la stratégie de ceux qui nous gouvernent par défi aujourd'hui. Il y a une chose que vous devez savoir, et que vous savez sûrement, cher Roger, c'est que ce pays, ce gouvernement, plutôt ce régime, est un régime de terreur d'abord, qui a supprimé tous les droits des citoyens, tous. Le droit à la manifestation, le droit à l'éducation, le droit à la santé, enfin, ils ont tout supprimé. Et en plus de ça, ils ont favorisé l'émergence de la corruption. Elle est devenue un second moyen de vivre. Et ce sont ces deux principaux vecteurs utilisés justement par ce pouvoir pour affaiblir la population et la maintenir dans son état. C'est pas évident, croyez-moi, d'être opposant au Congo, d'unir l'opposition et d'essayer de la mettre
dans une même position. Parce que beaucoup d'opposants ont leurs agendas. Et l'opinion congolaise, je ne veux même pas encore parler de l'opinion internationale, l'opinion congolaise, elle aussi, elle nous censure selon elle nous sanctionne selon allez, on va dire les intentions, le soutien qu'elle a vis-à-vis des uns et des autres. Donc, vous vous imaginez, il faut, dans cette forêt de difficultés, d'imprévisibilité aussi de la part de nos amis de l'opposition, il faut essayer d'avoir un comportement qui ferait qu'il serait en conformité avec ce que veut notre peuple, avec ce que veulent nos amis de l'opposition et quelque part aussi avec la position de la communauté internationale. Donc ce n'est pas évident. Je vous donne juste un exemple. À la fin de cette année, nous allons, et nous commençons déjà à le dire à partir d'une certaine date, mais à la fin de cette année, nous irons dans une transition sans Kabila. Parce que nous pensions que ce n'était pas possible. Mais je vous épargne ici les pots de banane que nous avons eus vis-à-vis. Alors que nous avions entamé ce comportement, cette stratégie, on va dire, ensemble, mais à un moment donné, tout nous est tombé dessus, y compris la communauté internationale. Mais ça a commencé d'abord par des fissures en interne. Motivé par quoi, je ne sais pas. Mais est-il que le débat a commencé en interne, certains amis qui pourtant avaient participé à nos réflexions et même à la publication de ces réflexions après le deuxième conclave du Rassemblement, mais ces amis se sont retournés contre leurs propres engagements pour dire il n'en est pas question, ce n'est plus possible de le faire, il faut être réaliste, il faut aller aux élections, et c'était très difficile à gérer. Donc vous voyez un peu la difficulté que nous avons dans ce microcosme congolais. Il faut être en accord avec le peuple, être en accord avec la communauté internationale, être en accord avec la classe politique, celle de l'opposition, mais ce n'est pas évident de sortir gagnant. Parce que si en plus, vous vous dites faire la politique seul en laissant les autres de côté parce que vous croyez en vous, mais pas aux autres, mais c'est aussi suicidaire comme comportement parce qu'à ce moment-là, ça risque de se retourner encore contre vous, on risque de vous marginaliser et l'UDPS en a d'ailleurs certains exemples, certains vécus dans son passé de ce que je dis ici. Donc, vraiment, je vous demande de l'indulgence, ne croyez pas que nous pouvons tout faire là-bas ou qu'il y a des choses que nous omettons de faire uniquement parce que nous ne voulons pas ou parce que ça ne nous plaît pas. Non, nous essayons de nous adapter chaque jour à la situation du terrain. L'anticipation, c'est vrai qu'il la faut, mais attention aussi, ici nous sommes face à un régime barbare. Aujourd'hui, ils sont en train d'avancer une thèse totalement fantaisiste, farfelue, selon laquelle M. Joseph Kabila peut se représenter pour un troisième mandat. Alors dites-moi, comment est-ce que vous allez anticiper sur ça, si ce n'est que en sensibilisant les témoins extérieurs et en sensibilisant la population, peuple congolais, qui sera le premier victime de ce troisième mandat? Comment allons-nous faire autrement que d'emprunter cette voie? Et si demain, Joseph Kabila passe en force et réussit grâce à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec la Cour constitutionnelle qui lui est totalement acquise, réussit à poser sa candidature pour ce troisième mandat, allez-vous dire que l'opposition dort, l'opposition est incapable? Non, nous sommes dans un combat. Il marche à sa manière envers et contre toutes les règles établies, mais c'est à nous aussi de réfléchir comment faire pour essayer de contredire. Et la voie que nous utilisons, c'est celle de la sensibilisation, de la conscientisation,
il n'y a pas meilleure voie que celle-là. J'ai aimé ce que Pedro a dit tout à l'heure, je vais lui répondre, quand il dit il faut que tout le monde se lève. C'est vrai, il exagère un peu en disant les vieillards, les mamans et les bébés, tout ça. Mais je crois que c'était une façon de dire il faut que les Congolais prennent conscience de ça. Et ça, je l'ai toujours dit à notre peuple. J'ai toujours dit que la communauté internationale, donc, encore une réponse que je réserve au troisième intervenant, Papi Kadima, oui. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne croyons pas en une intervention, quelqu'un a dit du Père Noël, nous ne faisons pas vraiment de l'angélisme, mais il faut rester réaliste. Le Congo est un pays faible, et en tant que pays faible, il subit parfois et souvent d'ailleurs la loi de la communauté internationale. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la politique au Congo sans tenir compte de la communauté internationale. Nous ne sommes pas naïfs, disais-je donc. C'est pour ça que je me bats tous les jours à dire aux Congolais que c'est nous, d'abord nous Congolais, qui allons délivrer ce pays-là, qui allons le libérer. Si nous ne nous impliquons pas assez, parce qu'à ce stade, nous ne sommes pas encore assez impliqués, nous continuerons de subir la loi, jusqu'au jour où nous allons vraiment inverser ces rapports de force et pouvoir dire, pas seulement à la communauté internationale, mais même à ceux qui ont pris notre pays en otage, que cette fois, ça suffit. Les choses vont se passer à notre manière. Tant que ce n'est pas fait, nous allons continuer le combat. Toutes les idées, toutes les stratégies sont bonnes, mais ne nous condamnez pas parce que ce n'est pas évident. Si vous venez à notre place, vous allez le voir, ce n'est pas évident. Viva l'UDPS, viva! Viva, viva, viva Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République. Merci beaucoup.